Je voudrais vous parler de la laïcité, du communautarisme, de l'empire, de la pluralité. Comment se fait-il que certaines personnes aient une vision assez étriquée de l'État? On parle de l'État-nation. Et d'autres aient une vision plus ouverte de l'État. Un État capable de gérer une grande diversité de groupes, de mentalités, de religions, de pratiques. La notion d'État varie considérablement. Car le mot État lui-même est ambivalent, puisque l'État désigne à la fois une certaine entité géographique et à la fois l'instance qui va gérer cette entité. Un homme d'État, c'est quelqu'un qui est capable de gérer un État, de diriger, de gouverner un État. Mais ça c'est pas dans le même sens. Je crois que nous avons des structures mentales différentes et que certaines personnes, je pense notamment à Edgar Morin, tout à l'heure que j'écoutais une conversation qu'il avait, il disait que nous devons nous intéresser à des choses très diverses et approfondir dans des domaines très divers. Et effectivement, l'intellectuel, pour moi, c'est quelqu'un qui peut parler des choses les plus diverses, mais avec une certaine compétence, avec une certaine réflexion, avec une certaine pensée. Ce n'est pas simplement quelqu'un qui a des savoirs de seconde main. C'est quelqu'un qui a une réflexion sur plusieurs sujets. Et cette diversité, cette pluralité d'intérêts intellectuels, elle est le pendant, à mon avis, d'une certaine idée de l'État qui est également dans la pluralité. Donc quelque part, parler de l'État, comment on en parle, c'est un peu parler de soi-même. Dis-moi quel est l'État idéal pour toi, et je te dirai comment fonctionne ton psychisme. Il y avait Tariq Ramadan qui discutait justement avec Edgar Morin, puisqu'ils ont publié il n'y a pas longtemps un livre ensemble. Et effectivement, on a beaucoup insisté sur le fait que je crois que je recoupe un peu ce que dit Ramadan, que la France, elle a une histoire. Et que dans son histoire, il y a l'Algérie. Entre autres, ce que j'appelle l'histoire impériale, ce que j'appelle le roman impérial. Et je pense qu'en effet, il faut remplacer le roman national par le roman impérial. Et à partir de ce moment-là, les choses deviennent beaucoup plus simples, si on peut dire. Parce que tout ce qui se passe en France aujourd'hui est relié au roman impérial, est relié à la colonisation, est relié à une façon que la France a eue d'aller voir ailleurs, sous la forme de la conquête, sous la forme de l'influence culturelle. La France rayonne, a rayonné, et ce rayonnement, même si par certains côtés, un peu comme pour une étoile qui est morte, il continue à fonctionner, mais la source n'est plus ce qu'elle était, ce rayonnement, il se perpétue. Il se perpétue et il continue à être tout à fait fort dans notre société. Par conséquent, je crois que une vision métropolitaine de la France est extrêmement réductrice. Hein? De la même façon que serait réducteur le fait de dire que telle personne doit parler de certains sujets et pas d'autres. Cette façon de vouloir spécialiser les gens.
de vouloir les associer à une certaine maîtrise d'un outil et pas d'un autre outil, les associer à un certain savoir-faire limitatif. L'être humain, l'homme en tout cas, au plus haut niveau, il n'a pas de frontières sur le plan des disciplines. Et il est normal que, quelque part, quand on parle par exemple de la France révolutionnaire, on sait très bien que la France révolutionnaire, elle a rayonné bien au-delà des frontières. Et que le communisme aussi, quelque part, à un moment donné, voulait être international. Le fait d'être international, c'est plutôt un signe de bonne santé. Et ça laisse des traces, bien évidemment, dans les langues, dans les cultures environnantes et dans les immigrations. Parce que, bien évidemment, c'est pas par hasard qu'il y a beaucoup de Maghrébins en France. C'est pas sans rapport, je suppose, avec la présence de la France au Maghreb. Mais la France au Maghreb, ça fait partie réellement de l'histoire de la France. Et par ailleurs, la structure impériale nous renvoie non seulement à un passé très complexe et très ancien, mais elle crée des passerelles avec d'autres cultures, avec d'autres environnements. Et il ne faut pas se voiler la face. Il est normal que les Juifs aient un rapport, quelque part, avec le monde juif en dehors de la France, et quelque part, ce monde juif français est l'interface entre la France et le monde juif hors des frontières, des frontières impériales et historiques de la France. Tout comme le monde maghrébin en France est une interface avec le monde arabe, arabo-musulman en général. Et de cette façon, la France est tentaculaire, n'est-ce pas? Moi, ça ne me gêne pas de dire qu'elle est tentaculaire. C'est beaucoup plus intéressant que le repli frileux sur la nation, sur le territoire, sur l'hexagone. Donc, en ce qui me concerne, il se trouve qu'en effet, je me suis aperçu, je remarque, que mon discours sur la pluralité au sein de l'État français, cette pluralité impériale, cette pluralité spatio-temporelle, eh bien, elle correspond aussi à mon mode de fonctionnement mental. Et c'est pas par hasard. Mon fonctionnement mental qui me fait écrire des ouvrages, comme celui qui va sortir prochainement, qui touchent à des sujets extrêmement divers, et je ne supporte pas qu'on me dise « vous êtes astrologue ». Je trouve ça insupportable. Je ne suis pas astrologue. J'intègre certaines notions dans un ensemble de réflexions, je les connecte entre elles, et d'une certaine manière, je suis à la tête d'un empire intellectuel. Donc cette notion d'empire, elle peut aussi être associée à une personne qui est capable de relier, de connecter des informations extrêmement diverses et de faire des recherches dans des domaines extrêmement divers, de façon à aboutir à quelque chose de radicalement nouveau par cette pluridisciplinarité. Donc la pluridisciplinarité est le pendant de la notion d'empire. Et la France a une très belle histoire impériale, même si effectivement on peut toujours culpabiliser par le fait que l'on ait voulu conquérir ou pacifier ou intervenir. La France a une vocation d'intervention, on le voit encore de nos jours, qui fait partie de son ADN en quelque sorte. Mais cette intervention, par définition, elle l'entraîne au-delà de l'hexagone. Et donc elle l'entraîne à avoir des répercussions vers l'hexagone, un flux et un reflux. Que ça se solde par certains côtés par des phénomènes de terrorisme, peut-être, mais ça fait partie de... C'est le revers de la médaille, si on peut dire. C'est le prix à payer. La France est un pays qui fascine, qui attire un très grand nombre de populations. Et je répète encore une fois, ça va bien au-delà, puisque un de mes dadas, comme vous le savez, c'est de montrer que la langue anglaise est une langue qui est largement colonisée par la France, par la langue française. Alors, est-ce que ça veut dire que la France a voulu coloniser l'Angleterre? Je ne dirais pas cela. Mais en tout cas,
l'Angleterre s'est laissée coloniser par la France, colonisée par la culture française, fascinée par la culture française, de telle sorte qu'aujourd'hui, quand des touristes américains viennent en France et lisent ce qui est écrit, eh bien, ils ont énormément de mots communs, et ils le savent très bien. Et inversement, si demain on devait interdire aux anglophones d'employer des mots français, la littérature française, la littérature anglaise, la presse anglaise disparaîtrait complètement. Car il est impossible de mener une vie intellectuelle quelconque dans la langue anglaise sans se servir de mots français. Bon, ça fait partie aussi de la présence impériale, de l'impérialité française. Et un des mots qu'il faut réhabiliter, c'est le mot empire. C'est ce mot qui a été utilisé encore jusqu'en 1960 pour désigner l'empire en français en Afrique, ce qu'on appelait l'Afrique occidentale française ou l'Afrique orientale française. Et on parlait encore de l'empire. Bon, le mot empire est un mot qui n'a peut-être pas le même sens en France et en Allemagne. Et puis je voudrais aussi dire, et ça c'est une petite parenthèse que je fais comme ça en passant, que la notion d'empire, les empereurs étaient élus, tout comme les papes étaient élus. Ils étaient élus par un collège d'électeurs. Pour les papes, c'était un collège de cardinaux. On n'a pas attendu la Révolution française pour développer le processus de l'élection. Pour vous dire que les empires ont inventé la laïcité. C'est pas par hasard que Herzl a voulu installer son État juif, a rêvé d'installer son État juif au sein de l'Empire ottoman, sous la houlette de l'Empire ottoman, parce que quand on sait très bien que dans un empire, il y a une tolérance beaucoup plus grande que dans une nation fermée. C'est une évidence. Par la force des choses.